Bien, je ne vais pas me présenter, vous avez toutes les mensurations dans la documentation. Je suis, pour ma part, plutôt un praticien de la gestion des crises au niveau international. Je connais bien la région pour l'avoir arpentée depuis plus de 30 ans. Et je voudrais vous faire part de trois questions. Une première qui est plutôt globale. Si on arrive à traiter le problème du bassin de Ronte, on peut traiter n'importe quel problème par la suite. C'est un laboratoire pour moi, je vous expliquerai pourquoi. La deuxième chose, c'est quelles sont un petit peu les questions stratégiques qui se posent au travers de cette situation. Puis je vous ferai part de quelques suggestions en tant que praticien un petit peu de ces problématiques sur le terrain. Alors, c'est vrai que moi j'ai navigué entre le monde diplomatique, le monde militaire, le monde des services secrets, le monde des opérations spéciales. J'ai été en charge de la souveraineté pour des grands groupes mondiaux comme Schneider Electric, etc. Et j'accompagne aujourd'hui la plupart des grands réseaux vitaux au niveau mondial. Bon, donc je vois à peu près grosso modo, si vous voulez, les types d'équations devant lesquelles nous sommes confrontés. La première des équations, c'est que sur cette région du monde, où on a ce petit pays qui est le Liban, se joue aujourd'hui la fin d'un monde et peut-être le début d'un autre. La fin de ce monde du XXe siècle qui s'est articulé autour de l'Atlantique Nord et des questions de contrôle des énergies fossiles, qui est en train de disparaître progressivement, et puis un nouveau monde qui est en train de germer du côté de l'Eurasie, hein, et où on retrouve ce pivot syriaque qui reprend toutes ses lettres de noblesse, avec un Pacifique Nord qui veut prendre sa place dans l'histoire, une route de la soie qui se réinvente, et avec ce pivot que constitue la Méditerranée orientale, toute la zone eurasienne, qui est au cœur de tous les débats futurs, y compris ceux sur les futures énergies et les futurs dispositifs vitaux qui permettront aux populations du monde entier de vivre demain. Quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près, quand on regarde ces questions d'hydrodiplomatie, on a à peu près 40% de la population mondiale qui est concernée, ce qui est quand même pas rien. On a à peu près 270 fleuves et bassins versaux qui sont sur ces zones de conflictualité ou de négociation bilatérale ou multilatérale. Et donc nous sommes face à des choses que nous n'avons jamais rencontrées jusqu'à présent en termes d'ingénierie collective. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Donc on se trouve à la fois sur un pivot stratégique, sur le plan mondial et en termes historiques, et puis en même temps on se trouve face à un cahier des charges que l'on n'a jamais eu à traiter. On n'a jamais eu 40% de la population mondiale qui était concentrée avec un tel niveau, si vous voulez, de sensibilité sur tout ce que j'appelle les infrastructures critiques et les réseaux vitaux. Pour moi, c'est l'électricité, c'est l'eau, les télécoms. Viennent derrière, une fois qu'on a ça, la santé, l'éducation et puis l'économie. Mais si on n'a pas ces basiques, on ne va pas au-delà. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous évoquer, c'est que nous sommes sur des contextes en termes de questionnement où tout ce que nous avions jusqu'à présent en soute ne fonctionne plus. Je m'explique. Nous avons sur le plan régional un contexte sécuritaire. Tant que ce contexte sécuritaire n'est pas réglé, ou tant qu'on n'a pas fait de la réduction, je dirais, de conflictualité ou de risque, ça va être difficile de passer à la prochaine étape. Tant que les gens continueront à s'étriper et à s'entretuer, ça sera quand même difficile, si vous voulez, de monter, comme on dit, des steering committees où on va commencer à essayer de réfléchir à des choses durables. Nous sommes malheureusement dans des niveaux de conflictualité durables et non pas avec des États-nations qui se combattent comme on l'a toujours connu, notamment au XXe siècle, etc., avec derrière ce plan diplomatique, voire militaire, des possibilités d'architecture ou d'ingénierie sécuritaire. Nous sommes face à des modes de conflit aujourd'hui, alors que tu dis asymétrique, que moi j'appelle hybride, hein, c'est-à-dire où vous avez à la fois des mélanges de guerre civile, d'injections militaires, de cyberattaques, enfin, vous avez de tout là-dedans. On a à la fois l'ancien monde et le nouveau monde avec les techniques de l'ubérisation de nos sociétés qui sont utilisées. On le voit bien avec Daesh aujourd'hui qui se met en scène en permanence, qui compte plus de comptes Twitter que de combattants. Et donc on est dans des situations qui sont assez confuses sur le terrain et où on a des problèmes d'interlocuteurs en termes de négociations concrètes pour essayer de faire de la réduction de risque
et amener les gens autour de la table. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le pilotage des crises est de moins en moins conventionnel. C'est déjà, en termes de risque, c'est pas facile, de gestion des risques, c'est pas facile, mais en termes de pilotage des crises, nous ne sommes pas dans des positionnements, je dirais, qui sont faciles et conventionnels. Nous avons des interférences de conflits ou de confrontations bilatéraux, trilatéraux, multilatéraux, avec une saturation médiatique, humanitaire. On ne sait plus très bien qui, dans ces saturations-là, peut devenir un maître d'œuvre pour pouvoir essayer d'amener les gens à essayer de discuter. Avec par derrière une complexité dans les interconnexions sur les réseaux vitaux que nous avons connu, et c'est là où il y a des laboratoires qui sont intéressants à décrypter, que nous avons connu lorsque nous avons déconstruit le système Est-Ouest sur l'Europe, que nous avons retrouvé, ça je peux en parler en long et en large, sur l'ex-Yougoslavie, quand l'ensemble de la fédération yougoslave a explosé et qu'il a fallu reconstruire des logiques de vie sur 8-9 pays avec des systèmes qui étaient déjà interconnectés et qui étaient extrêmement complexes, des systèmes d'information extrêmement complexes. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui avec la même situation sur l'ensemble du Proche et Moyen-Orient. Les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications et les réseaux d'eau sont eux aussi interconnectés avec là aussi des problématiques de tour de table qui sont de moins en moins simples à gérer, parce qu'on ne sait pas si c'est le niveau international qui peut être je dirais, le point de démarrage en termes de maîtrise d'œuvre, si ce sont les pays, si ce sont, et dans les pays, ce sont les communautés, parce qu'on a quand même sur l'ensemble de la région des interférences entre le multiconfessionnel, multiculturel, le multicommunautaire, etc., qui font que, si vous voulez, cette ingénierie de négociation n'est pas simple. Et la deuxième chose, c'est le problème de la gouvernance. Personne n'a évoqué comme la situation du Liban aujourd'hui, qui est en train de dépasser celle de la Belgique, que nous avons connue, nous, en Europe. On n'a pas besoin, nous, on n'a pas besoin en Europe de faire de morale à tout le monde, parce que on est parfois beaucoup plus critique que d'autres pays en matière de gouvernance. Mais la difficulté que nous avons, c'est que dans beaucoup de situations, nous avons des pays qui sont soit défaillants, soit faillis, soit dans une impossibilité, je dirais, d'exercer la gouvernance. Si je dis ça, c'est que si on veut arriver à mobiliser un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs dimensionnants sur les grands réseaux vitaux, je pense notamment aux très grands opérateurs mondiaux qui sont soit dans le BTP, soit dans l'énergie, soit dans le monde de la distribution d'eau, etc. Il faut qu'il y ait des interlocuteurs et qu'il y ait de la stabilité et que l'usage du contrat et de la loi puisse fonctionner. Autrement, ça va être assez difficile, si vous voulez, de faire venir des financements pour des investissements ou des logiques durables s'il n'y a pas d'interlocuteurs. Donc ça, c'est pour moi les grandes questions qui se posent aujourd'hui. C'est qui sont les véritables interlocuteurs que l'on peut mettre autour de la table, aussi bien sur le plan du champ sécuritaire, sur le plan du champ, je dirais, des ingénieries de vie et de sortie de crise que l'on peut imaginer sur l'ensemble de la zone, et puis sur le plan de la gouvernance. Alors la troisième chose, c'est au niveau des suggestions. On a beaucoup évoqué monter un think tank, je suis tout à fait d'accord, il faut absolument avoir cette capacité de prise de recul stratégique. Il faut faire en effet du durcissement et puis il faut entraîner les gens, essayer d'anticiper sur les éventuels risques possibles et voir les crises possibles. Mais je pense qu'aussi il faut mobiliser des circuits qui aujourd'hui ne... Alors, il y a le monde scientifique, il y a le monde scientifique et technologique, on sait très bien. Il faut mobiliser ce que les Américains connaissent bien, c'est-à-dire les réseaux de business angels, les réseaux de start-up, les réseaux qui sont, je dirais, dans les technologies, les réseaux aussi bancaires, les réseaux financiers, parce que on ne pourra pas entamer une véritable logique de sortie de crise dès qu'on aura trouvé des interlocuteurs qui sont fiables, s'il n'y a pas derrière... je dirais, des capacités financières solides et là aussi durables. Je m'exprime là-dessus parce que j'ai vécu toute la reconstruction de l'Europe centrale, puis orientale, qui sont deux laboratoires quand même gigantesques. Et la seule chose que je retiens de cette expérience-là sur quasiment 20 ans,
c'est que, nous avions les capacités techniques, technologiques, tout ce que tu évoques. Il faut absolument les avoir. Nous avions aussi des très bons juristes, et je reviens sur la question qui a été évoquée. Il faut en effet que l'état de droit, le droit, puisse être dit, parce qu'autrement, il n'y a pas de confiance dans les processus qu'on peut mettre en place. Mais le plus gros travail qu'on a fait, c'est d'identifier des interlocuteurs fiables en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, en Slovénie, dans tous les pays. Ça a été un énorme travail, je dirais, d'ingénierie politique, sociopolitique. Et la deuxième chose, ça a été de mobiliser des financements en faisant bouger les lignes, en faisant de l'Apollo 13, je dirais, c'est-à-dire en essayant d'inventer d'autres modes opératoires pour essayer de rattraper le temps perdu, permettre à tous ces pays de ne pas être en mode échec. Et du reste, ça n'a pas trop mal fonctionné sur l'Europe centrale. Enfin, je dirais le cas de l'Europe centrale est quand même une success story en la matière. Les Balkans un petit peu moins, parce que c'est un peu plus compliqué déjà sur le plan multiculturel et multiconfessionnel. Mais quand même, on y est arrivé. On n'est pas passé par une troisième guerre mondiale comme beaucoup l'avaient prédit. Et je pense que c'est extrêmement important d'arriver à être dans ce pragmatisme-là, c'est-à-dire identifier les gens de bonne volonté que l'on peut mettre autour de la table et qui peuvent résoudre ces problèmes de défaillance, de gouvernance ou de problèmes de réduction de risque et de sécurisation. Et puis la deuxième chose, c'est d'arriver à mobiliser des gens qui ont de l'argent et qui sont capables, s'ils ont confiance, d'injecter au-delà, si vous voulez, les sorties de crise, du possible, quoi. Quand je vois, par exemple, que M. Bill Gates met sur la table en une journée 2 milliards de dollars hier pour la COP 21, c'est à peu près grosso modo le budget de Daesh. Et c'est à peu près grosso modo le coût que M. Valls vient d'estimer ce matin des conséquences du terrorisme sur l'économie française. Voilà, 2 milliards. Voilà. Bon, l'argent, vous me direz, n'a pas la même densité, la même valeur selon le bord sur lequel on se situe. Mais on arrive à trouver 80 milliards de dollars pour pouvoir soutenir la dette grecque. Je pense que nous pourrions peut-être imaginer sur ce nœud qui constitue un point considérable sur le plan géostratégique dans les transformations de notre monde. Je pense qu'on pourrait imaginer une sorte de grand plan Marshall, au-delà le problème de la résolution du conflit syriaque et autres, qui à un moment ou à un autre sera trouvé. On y arrivera. Mais ce n'est pas de trouver la résolution du conflit qui est important, c'est d'imaginer la sortie de crise derrière et de construire une autre société et de faire en sorte que ce nœud géostratégique entre deux mondes, un monde qui se clôt et un monde qui émerge, puisse être un des laboratoires qui permettra après, sur d'autres zones du monde, d'être beaucoup plus intelligent, imaginatif et, je l'espère, d'offrir beaucoup plus de paix et de sérénité aux peuples qui sont concernés. Voilà. Je pense que si on est capable de régler ce problème de l'Europe, on est capable de traiter après n'importe quel autre problème sur l'ASEAN, sur les Grands Lacs et autres, puisque c'est pour moi un épicentre de toute la quintessence de tout ce que l'on a aujourd'hui à traiter au niveau mondial. Merci. Thank you.